a abouti à la conclusion que la santé commence dans notre assiette. Aristote disait déjà ça. Et depuis que l'agroalimentaire a modifié considérablement notre alimentation après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de maladies dites de civilisation sont en croissance exponentielle. Le Parkinson est une maladie dégénérative du système nerveux central, spécifiquement les noyaux gris, vous le savez. Donc on ne sait pas pourquoi, et ce n'est pas l'alimentation qui choisit que ce soit les noyaux gris. Ça, c'est typique de la maladie de Parkinson. Par contre, en diminuant considérablement ce que je vais vous expliquer, le stress oxydatif, les carences nutritionnelles, les difficultés de nettoyer nos poubelles suite à toutes les toxines qu'on met dans notre corps, nous pouvons considérablement, d'une part, ralentir l'évolution de la maladie, rendre les médicaments plus efficaces plus longtemps, et donc, comme vous le savez, ces médicaments, plus on doit augmenter les doses, plus les effets secondaires des médicaments arrivent. Avant de parler spécifiquement de notre assiette, je voulais vous dire que ça s'intègre dans une médecine fonctionnelle, c'est-à-dire une médecine des 5 piliers de la santé. On ne peut pas rester en santé si on ne tient pas compte de ces 5 piliers de la santé. Donc on nous a fait croire qu'il suffisait de vivre normalement et on ne tombait pas malade, et que quand on tombait malade, c'était un coup de malchance. Évidemment, il y a toujours ce coup de malchance et de hasard et de tout ce qu'on veut, mais il y a quand même aussi certaines choses que nous pouvons faire à tout moment de notre vie, même quand on est déjà malade, pour améliorer. Alors, ça va aller très vite au début. D'abord, le premier pilier de la santé, c'est la génétique. Et là, on ne sait pas faire énormément grand-chose. C'est un dessin, il ne faut pas voir les détails, mais qui explique simplement que dans le noyau de nos cellules, il y a des chromosomes, que ces chromosomes s'ouvrent. On va chercher dans la bibliothèque de l'ADN un endroit où on va ouvrir l'ADN pour faire une protéine qui va faire toutes sortes de réactions chimiques dans le corps et entraîner la santé ou la maladie. Sur cette sensibilité génétique, comme par exemple la maladie très connue de trisomie 21, on a un chromosome en trop, on ne va rien pouvoir faire pour changer cette affaire-là. Par contre, de plus en plus, dans les années 90, on a découvert le génome humain et on s'est rendu compte que 13% du génome était titré pour les caractères et les sensibilités personnelles, et 87% du génome ne servait pas à grand-chose. En fait, il servait à protéger le génome pour ne pas qu'on tombe malade. Et c'est sur toute cette partie de l'ADN qui ne servait à rien que nous pouvons faire quelque chose. Alors, d'abord, l'environnement nutritionnel. Ça, on va en parler tout le reste de l'heure, donc je n'entre pas dans ces détails maintenant. On sait aussi que l'environnement émotionnel intervient dans les transcriptions de certains brins d'ADN. Ça a maintenant été prouvé, entre autres par le docteur Dawson, dans les années 2005-2007. Il a écrit d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle « Le génie d'Homogène ». Et donc, dans certains types de maladies, certaines caractéristiques émotionnelles peuvent se retrouver. Donc on pourrait en parler pendant toute une heure. L'environnement toxique, ça c'est bien connu au niveau des pesticides et compagnie, dans le cadre de la maladie de Parkinson. D'ailleurs en France, certains agriculteurs ont obtenu le statut de maladie de travail, donc ils sont indemnisés de manière plus importante parce qu'ils ont pu prouver que les pesticides et tout ça utilisés dans leur métier les a rendus malades plus précocement et peut-être de manière plus importante. Maintenant, l'environnement énergétique sur lequel agit l'acupuncture, et cet environnement énergétique, quand on est dans la nature, on est proche de l'énergie, on est tous vivants, et c'est le fait d'être vivant, on a une certaine énergie, et quand on est mort, il n'y a plus d'énergie, quand on est malade, cette énergie ne circule pas bien ou est faible, et on sait maintenant de plus en plus, sans que ça soit encore validé par la science de manière irréfutable, que certaines personnes, épigénétiquement, donc c'est pas du tout le monde, sont beaucoup plus sensibles que d'autres aux ondes électromagnétiques, au Wi-Fi et tout ça, et que donc ce sont toujours des choses à nettoyer un petit peu dans sa maison lorsque l'on a une maladie chronique à évolution variable. Donc, le deuxième pilier de la santé, après l'épigénétique, c'est le mouvement. Le mouvement, bouger doucement, bouger
plus fortement, c'est toujours très important. Donc, vous mettez dans votre assiette ce que vous pouvez. Il faut bouger. Toutes les maladies chroniques empirent quand on ne bouge pas. Ça, vous le savez aussi, ça fait partie du traitement de Parkinson, de bouger. Et vous pouvez bouger simplement en marchant. La marche nordique est quelque chose de très très bon pour les Parkinsoniens. Travailler l'équilibre par le tai chi, travailler la respiration par le yoga. Il y a de plus en plus de cours qui se donnent pour les personnes soit du troisième âge, soit spécifiquement avec certaines pathologies. Et donc, la fonction crée l'organe. Si vous ne bougez plus vos muscles, ils vont s'enraidir de plus en plus, même si au départ, ils ont d'autres raisons d'être enraidis. L'autre chose très importante, c'est la respiration. La respiration, c'est notre première nourriture. Sans oxygène, on n'est tout simplement pas vivant. Et quand on ne respire pas un bon air, par exemple, on n'a pas la chance de vivre dans une forêt, mais si on peut aller promener plutôt près des grands arbres, c'est toujours mieux que d'aller promener le long d'une grande route. Maintenant, il vaut mieux respirer en conscience. Donc ça peut s'apprendre aussi. La maladie de Parkinson, très souvent, les muscles sont douloureux, contracturés et compagnie. Et donc, acquérir des techniques respiratoires, comme certains vont faire de la gymnastique, d'autres vont apprendre des techniques respiratoires. Les neurosciences ont aussi montré que ces techniques respiratoires et ces techniques méditatives modifient le stress qu'il y a au niveau du cerveau. Il faut savoir que, étant une maladie dégénérative du cerveau, le Parkinson s'aggrave en présence de ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif étant l'usure prématurée ou bien l'atteinte de nos cellules saines par toutes des toxines environnementales, y compris certaines que l'on fabrique nous-mêmes. Comme par exemple, quand on est stressé, on a l'adrénaline et compagnie. Et ça, c'est toujours bénéfique. Sans stress, on est mort. Mais quand il y a un stress chronique trop important, on accélère l'usure prématurée de nos cellules. Quand on est face à une maladie chronique, c'est évidemment déjà difficile et c'est déjà un stress. Et donc, on a des outils vraiment très, très, très utiles et on peut en parler, on peut faire des expériences pendant plusieurs heures sur le fait que la respiration peut changer la vie de quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup montrer la petite image qui est là, simplement parce que après 10 minutes de méditation, c'est-à-dire de respiration dirigée, on voit que, alors que le cerveau est tout à fait hyper trigué, comme on dit, il peut se calmer. Et l'effet de la relaxation, eh ben, sur le plan physique, ça améliore la circulation du sang et donc l'oxygénation de l'entièreté du cerveau. Et plus le cerveau est bien oxygéné, moins il y aura de stress oxydatif et donc d'usure prématurée. Ça, sur le plan émotionnel, rien que de respirer, ça permet de gérer mieux ses émotions. Quand on est face à une maladie délétère qui nous rend différents de ce qu'on était avant, avoir une technique pour gérer ses émotions sans devoir nécessairement passer trop vite à toutes sortes d'anxiolytiques qui ont aussi des effets secondaires, c'est important. Et alors, quand on respire en conscience, eh bien, on a une capacité d'apprentissage améliorée, on a une concentration accrue, et donc c'est tout le bon pour le cerveau. Et donc, les différents piliers de la santé, j'aimais beaucoup cette image. Donc, d'un côté, ce que beaucoup, on a été éduqués grâce à la télévision, on peut s'informer, mais des fois, on oublie qu'il fait beau dehors. On préfère rester assis c'est un peu caricatural, je suis d'accord avec vous, mais la nourriture, on peut choisir des fruits, on peut choisir des légumes, on peut choisir de faire du sport, ou bien on choisit de faire comme nous faisons un petit peu trop tous, manger, vous voyez bien que ces choses-là ne sont pas très bonnes. Et tout ça, ça intervient sur la transcription de notre fameux ADN et fait en sorte que si on a une sensibilité au départ, ça va s'aggraver beaucoup plus pour certaines choses. Alors, l'environnement nutritionnel, comme je vous l'ai dit tout à fait à l'introduction, l'environnement nutritionnel, il a beaucoup, beaucoup changé. Et depuis 50 ans, encore beaucoup plus que dans les 300-400 ans qui ont précédé. Et c'est vraiment, on a cru que c'était bien de modifier les huiles. On a pour faire par exemple des margarines, pour faire chauffer des huiles. On en a fait des huiles trans. Les huiles trans, c'est une invention du XXe siècle. Et cette invention du XXe siècle, eh bien, pour certaines personnes, ça ne fait absolument aucun problème. Parce que, encore une fois, dans leur épigénétique,
le corps sent, tiens, ça c'est des mauvaises graisses, je les utilise pas, je les élimine. Et chez d'autres, ça devient la constitution de nos membranes cellulaires. Parce que notre corps, donc on devient ce que l'on mange, et le tri est plus ou moins bien fait en fonction de notre chance épigénétique. L'épigénétique, on a une action dessus, c'est-à-dire qu'en changeant ce qu'on met dans notre assiette, on peut faire changer cette transcription. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, l'histoire des acides gras trans, c'est vrai que chez 50% des gens, c'est une bonne idée. Parce qu'ils vont manger des graisses, comme certaines margarines et tout ça, et ces graisses, ils ne vont rien en faire puisqu'ils vont les éliminer, puisque leur docteur intérieur, comme je l'appelle, se rend compte que ce ne sont pas des bonnes graisses et que donc on les élimine. Dans un bilan nutritionnel, on peut savoir si on intègre les acides gras trans dans ces membranes cellulaires ou pas. Si on les intègre, on peut continuer à manger toutes sortes de choses remaniées. Il y aura peut-être un problème de diabète, il y aura peut-être d'autres problèmes, mais pas au niveau des graisses trans. Par contre, si on a des graisses trans, on a un choix à faire. Comme ce n'est pas le corps qui les fabrique, mais que le corps en fait nos cellules, quand nos cellules ont dans leur membrane pas les bonnes graisses, des acides gras trans, les cellules dysfonctionnent. Et par exemple, les neurotransmetteurs dans le cerveau vont fonctionner moins bien. Le magnésium va arriver moins bien dans les synapses neuromusculaires. Et toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est une des choses très importantes quand on est atteint d'une maladie chronique, surtout neurologique, c'est de manger mieux gras. Pas manger moins gras, parce que si on mange moins gras, à ce moment-là, le corps va fabriquer des graisses qui ne sont pas nécessairement les plus optimales. Donc on va revenir là-dessus tout de suite. Donc l'invention des acides gras trans, ça a été... Et donc dans tous les petits dessins qu'il y a là, tout ça, il y a des acides gras trans dedans. Ce sont en fait toutes les huiles végétales chauffées de trop, hydrogénées. Donc vous chauffez de trop jusqu'à l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle peut chauffer un peu plus que les autres. Mais donc tous les biscuits et tout ce qui est fait avec les huiles végétales, si c'est chauffé à plus de 140-160 degrés, automatiquement c'est trans. Et donc l'étiquetage en Europe des aliments a changé. Jusqu'il y a 5 ou 6 ans, on était obligé d'étiqueter le produit fini. Alors on trouvait des trans dans les étiquettes. Puis pour des raisons valables éventuellement d'allergènes, on est obligé, les industriels sont obligés d'étiqueter les produits de départ. Comme ça, les gens qui sont allergiques savent savoir s'il y a du gluten, du lait, des trucs comme ça. Donc il y a des huiles végétales. Et il n'y a plus jamais de trans, puisque l'étiquetage est fait avant qu'il y ait cuisson des biscuits, par exemple. Donc ça, c'est une manière de continuer à nous faire manger des choses qui, pour 50% de la population, pas tout le monde, n'est pas une bonne idée. La deuxième chose, le sucre. Jusqu'il y a 80-90 ans, on mangeait un petit peu de sucre de miel et on faisait des confitures, mais il n'y avait certainement pas la quantité industrielle de sucre qu'il y a maintenant. Le sucre est un véritable stresseur du cerveau. Quand on prend du sucre, on est très content. Tout de suite, le cerveau va mieux. Donc, on a envie d'en remanger 1h30, 2 heures après. Par contre, et le cerveau ne se nourrit que de sucre. Donc, quand on mange des protéines, quand on mange des graisses, si on ne mange pas de sucre, c'est notre foie qui va fabriquer le sucre qu'il faut pour nourrir le cerveau. Quand on a du sucre clair directement, ça monte dans le cerveau directement. Alors, il y a toutes sortes de problèmes par rapport à l'insuline, ce n'est pas l'objet du cours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre est l'aliment le plus addictif qui existe au monde, et presque même plus important que certaines drogues. Il paraît que c'est beaucoup plus difficile même que le cannabis ou l'héroïne. Donc, une fois qu'on est accro du sucre, il faut décider de l'arrêter, et en général, on doit décider de l'arrêter quand on en a trop besoin, parce qu'alors le cerveau... Il est content, il a son sucre. 1h30 après, le cerveau brûle un petit peu. Donc, je vais vous donner les références de certains livres qui expliquent ça vraiment très bien. Et là aussi, on a un choix à faire pour pouvoir essayer d'abord de rester en bonne santé. Et quand, comme vous, on a une maladie dégénérative, faire ce qu'il faut le plus possible pour qu'elle soit le plus tranquille possible, le plus longtemps possible. Alors, au niveau nutritionnel, ce qui a encore changé, c'est que les caroténoïdes, c'est-à-dire toutes les vitamines, les lycopènes, le bêta-carotène, l'alpha-carotène que l'on trouvait dans beaucoup de légumes et dans les fruits, actuellement, quand on fait des analyses sur des carottes ou sur des tomates,
on croit trouver une certaine quantité de lycopène ou de bêta-carotène, et parce que depuis 50 ans, les sols ont été déminéralisés, on a tiré un petit peu trop sur toutes ces cultures, on croit obtenir, je dis un chiffre tout à fait au hasard, 300 mg de bêta-carotène, et en fait, dans la fameuse carotte, on n'en trouve plus que 100 mg. Donc, la qualité micronutritionnelle des aliments, même quand on mange bien les aliments, quand on choisit bien ces aliments, certains aliments ne sont plus aussi riches micronutritionnellement. Or, les caroténoïdes, c'est ceux qui protègent les graisses de l'oxydation. Et la maladie de Parkinson étant une maladie neurodégénérative qui se développe sur un terrain de stress oxydatif, il faut éviter le stress oxydatif au maximum. Donc il faut aussi choisir comme il faut ses légumes. Et alors, l'autre grande modification qu'il y a eu dans notre alimentation ces 50-80 dernières années, c'est qu'on mange beaucoup, beaucoup plus de viande que dans le temps, et que ces viandes, finalement, aussi parce qu'elles n'apportent pas nécessairement les bonnes graisses, et aussi parce que quand il y a beaucoup de sucre, ça fait ce qu'on appelle la glycation, donc le sujet n'est pas de vous donner un cours de biochimie. Donc, la viande est nécessaire pour les protéines, et les protéines sont nécessaires pour la dopamine. Donc, je n'ai pas dit qu'il faut être végétarien. J'ai dit qu'il fallait parfois choisir mieux ces protéines que de manger uniquement de la viande de porc ou des grosses entrecôtes. C'est important quand on manque de fer, mais c'est peut-être pas important pour garder son cerveau en bon état. Et d'autre part, on a beaucoup modifié l'alimentation des animaux et la qualité des chairs des animaux a changé. Alors pour l'instant, on est en train de faire marche arrière, les hormones sont plus permises, et quoique en fonction de ce qu'ils vont décider avec les États-Unis, ça va encore changer. À un moment donné, les vaches mangeaient des farines animales. Un herbivore qui mangeait des farines animales faisait de la chair qui n'était plus la chair qu'il fabriquait quand il mangeait de l'herbe. Et les bœufs, ça va mal, les vaches, les vaches qui sont dans les prés, vous trouvez par exemple dans les magasins, fromage oméga 3, c'est quoi? C'est les vaches sont dans les prés, exclusivement dans les prés. Quand les vaches ne mangent que de l'herbe, leur lait contient 30% de ces fameux oméga 3 indispensables pour notre cerveau. Quand les vaches ne voient plus un brin d'herbe, ils ont 0% d'oméga 3 dans le lait. Donc, ça, c'est des choses qu'on s'est rendu compte. Donc, l'agroalimentaire a modifié beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont tombés malades, beaucoup de sortes d'affaires. On a dû se décider que c'était la nourriture en partie qui était responsable. Et petit à petit, on fait marche arrière. Et j'espère que dans X années, on aura de nouveau dans nos assiettes ce que la nature nous avait demandé, l'avait prévu pour nous. Donc, toutes ces modifications de cet environnement nutritionnel a un impact certain sur la santé de tout le monde. Évidemment, pas seulement des Parkinsoniens, mais ce qui est très très important, c'est que les synapses neurocérébrales et neuromusculaires, ce sont des graisses, des membranes graisseuses. En face, il y a d'autres membranes graisseuses. Au milieu, il y a des neurotransmetteurs. Et de la qualité de ces membranes graisseuses dépend la qualité du fonctionnement de ces synapses. Quand moi j'étais étudiante en médecine, on m'a dit on nous disait qu'on avait notre cerveau, à 25 ans il avait fini de se développer, et puis on perdait des cellules jusqu'à la fin de notre vie. Actuellement, on sait que ce n'est pas vrai. On dit que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il peut récupérer. Il y a des gens qui ont récupéré d'accidents vasculaires ou d'hémorragie cérébrale très importantes, et ils vont récupérer d'autant mieux qu'on leur donne la bonne matière première pour récupérer, et d'autant mieux qu'ils ont un entraînement cérébral suffisant. Donc ça c'est important. C'est vrai que c'est pas seulement en mangeant plus d'oméga 3 qu'on récupère quelque chose, c'est la matière première. C'est comme pour faire un mur, il faut des briques, il faut du ciment, puis il faut un bon maçon. Si vous n'avez pas le ciment, vous pouvez faire un mur de briques, dès qu'il y a du vent, ça va s'écrouler. Et donc, on pourrait imaginer que les bonnes graisses, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été mis au régime sans graisse absolue, patati patata, parce qu'ils étaient trop gros et compagnie, et qui finalement sont en carence de graisse.
Notre cerveau, c'est un tas de graisse avec des protéines et de l'eau, c'est tout. Et donc, il faut simplement que ça soit de là. Vous prenez du beurre, vous le mettez au frigo, le sein doux, c'est tout dur, il n'y a pas grand-chose qui peut passer. De l'huile d'olive, de l'huile de colza au frigo, ça reste liquide. La transmission peut se passer mieux. Bon, c'est encore une fois, mon exemple est très grossier, mais j'espère qu'il est parlant. Donc, cette alimentation nous fait avoir aussi très souvent un état d'inflammation de bas grade, et c'est sur un état d'inflammation de bas grade, dans les prises de sang, CRP ultrasensible augmenté, c'est là que se développe l'inflammation générale. Alors, avec l'âge, on a un stress oxydatif, c'est automatique. Mais il y a des gens qui, à 90 ans, sont encore en parfaite santé, épigénétiquement, ils ont de la chance, mais ce sont très rarement des gros, ce sont très rarement des gens qui étaient devant leur télévision tout le temps, c'était très rarement des gens qui mangeaient 4 fois par semaine des frites. Quand on interroge un petit peu les vieillards en bonne santé, comme je vais dire, il y en a qui peuvent faire n'importe quoi. Et ils ne sont pas malades, je suis d'accord avec ça, ça c'est leur chance épigénétique. Et il y en a beaucoup, déjà très tôt, ils savaient que bouger c'était bon pour la santé. Pourquoi est-ce qu'on le dit, on le redit? C'est très tôt dans la vie qu'on doit savoir ça. Alors, le stress oxydatif, donc ça c'est les braises, le feu permanent, les poubelles permanentes qu'on a dans notre corps et qui font que finalement tout dysfonctionne. Les troubles des neurotransmetteurs, ça c'est encore la même chose. Déjà en Parkinson, on a moins de dopamine. On donne de la dopamine ou les médicaments qui vont agir d'autant mieux que les synapses sont saines. Si les synapses sont saines, et donc comme le cerveau est plastique, c'est quelque chose qui peut encore s'installer. Évidemment, moins vite à 80 ans qu'à 60 ans, mais ce sont des choses qui sont importantes de savoir qu'on a quand même toujours une action possible. Donc le Parkinson est une de ces maladies neurodégénératives, atteinte spécifique des noyaux gris de la base sur un terrain oxydatif. La nutrition ne va pas, comme je l'ai déjà dit, empêcher l'atteinte des noyaux gris, mais la vitesse de son atteinte, évolution. Donc l'évolution de la maladie est très variable, vous le savez bien, dépend de ce dont sont constitués nos tissus, et donc de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. Nous devenons ce que nous mettons dans notre assiette. Avec le Parkinson, il y a encore d'autres problèmes nutritionnels. En général, ce sont des personnes plus âgées. Donc l'état des dents est important. Tout le temps que vous pouvez, garder une dentition en bon état permet une bonne mastication. Et tout ce qui est bien mastiqué, il y a beaucoup d'enzymes digestifs qui vont dans la mastication. Et tous les éléments micronutritionnels bénéfiques et nécessaires pour la santé vont être mieux absorbés. Quand on n'a plus de dents et qu'on ne mâche pas bien, même si on mange tout à fait liquide, ne pas oublier de mettre de la salive dans chaque bouchée. Parce que dans la salive, il y a déjà des enzymes digestifs. Et donc c'est une habitude à prendre, manger lentement et mettre de la salive. Avec des dents si on en a, même sans dents si on n'a plus de dents. D'autre part, certaines médications entraînent de la constipation. La maladie elle-même peut entraîner de la constipation, les médications. Et quand il y a de la constipation, les poubelles s'éliminent moins bien. Et donc les toxines sont, si vous voulez, les toxines sont plus présentes. Et en plus, quand on vieillit, alors qu'on absorbe beaucoup moins bien, qu'en général on mange souvent moins, en tout cas moins de légumes et compagnie, parce que c'est difficile à préparer ou je ne sais pas pour quelle raison, on a besoin de beaucoup plus réparer. Donc les besoins micronutritionnels sont de plus en plus importants. Et le challenge alimentaire, c'est de trouver des bons aliments qui apportent énormément de bons micronutriments dans un volume raisonnable, puisque en général on mange moins. Alors, quoi faire? On va reprendre chaque point. D'abord, mettre des couleurs dans l'assiette. Ça, on y revient tout de suite. Puis, manger mieux gras, j'en ai déjà parlé, on va y revenir. Choisir les aliments le plus possible venus directement de la nature, c'est-à-dire pas remaniés par l'agroalimentaire. Il y en a qui sont immédiatement comestibles et qui viennent directement de la nature. Pas plus d'une fois par jour les aliments qui ont été beaucoup trop modifiés par l'agroalimentaire.
par exemple le laitage, parce que la vache, on ne lui donne plus à manger ce qu'il faut, parce que le gluten, ça vient du froment. Donc, à part la maladie cœliaque, qui est une maladie d'allergie alimentaire, actuellement, le froment a subi tellement de modifications génétiques, 14 chromosomes au début, 23 maintenant, que notre génétique qui n'a pas évolué de la même façon, encore une fois, certaines personnes, pas tous, ont plus difficile à le digérer. Et à ce moment-là, c'est une question de quantité. Si matin, midi et soir, vous mangez du pain, vous allez avoir plus de possibilités que les poubelles soient pleines avec le pain. Donc, c'est une précaution. Et alors, le sucre, ça doit rester vraiment un aliment plaisir que l'on prend avec une conscience de joie émotionnelle importante, parce que la joie que l'on prenne en conscience quand on prend du sucre compense les effets délétères du sucre sur le cerveau. Et donc, manger aussi en fonction de la chronobiologie et selon la neuronutrition. Donc, pardon ? Bon. Alors, mettre des couleurs dans l'assiette. Minimum, il faudrait manger 600 grammes de fruits et légumes par jour. On dit toujours que c'est à peu près la quantité qu'on a quand on met les deux mains comme ça. Tout ce qu'on peut tenir comme fruits et légumes non remaniés dans 2 mains. Il faudrait en avoir à chaque repas, étant donné qu'on n'absorbe qu'une certaine quantité à certains moments. Et il est très très important, quand on a une digestion qui est plus lente, quand on n'a pas envie de faire les courses ou quand ça devient difficile de cuisiner des légumes, de prendre des jus de légumes. Pourquoi ? Les potages sont très importants parce que là, on a les fibres des légumes et c'est très important pour éviter les différents cancers, pour éviter la constipation, pour absorber certaines mauvaises graisses. Donc les soupes sont importantes. Les jus de légumes, on a retiré cru les fibres, donc c'est moins embêtant pour le tube digestif fragile. Et il contient énormément tous ces caroténoïdes indispensables pour protéger le cerveau. Prendre l'habitude de boire un jus de légumes, 200-250 ml de jus de légumes tous les jours, dans lequel on met une bonne huile, comme par exemple une huile d'olive ou une huile de colza, parce que quand vous mangez des légumes, si vous les associez à des graisses, les bons caroténoïdes, ce qui fait la couleur des légumes, vont être absorbés. Si vous n'avez pas de graisse, ça ne sera pas absorbé. Donc quand vous croquez une carotte, vous avez intérêt de la tremper dans un peu d'huile ou de manger une olive avec, parce que sinon vous avez les fibres de la carotte, mais vous n'avez pas beaucoup les caroténoïdes de la carotte. Sachant que toutes les graisses de bonne qualité que vous prenez ne vont pas aller dans vos fesses ou dans votre ventre, mais vont aller dans vos membranes cellulaires. Donc c'est le sucre qui va dans notre ventre en général. Donc les jus de légumes, c'est une alternative très très importante. Vous en avez que vous achetez tout fait. Il faut faire attention, dans les grandes surfaces, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de sel. Donc ceux qui n'ont pas d'hypertension, ce n'est pas un problème. Ceux qui ont une hypertension, c'est plutôt un problème. Vous avez dans les magasins bio beaucoup plus de choix. Et puis vous avez la possibilité, si vous avez un potager, de les faire vous-même avec n'importe quel légume. Tous sont bons. Pour avoir ces fruits et légumes, il n'y a absolument pas de contre-indication à utiliser tous les sachets de légumes congelés. Ces légumes ont été congelés dans des bonnes conditions. Peut-être qu'ils viennent de champs qui ont été en partie déminéralisés et que dans 500 grammes de ces légumes-là, il y a un peu moins de caroténoïdes que dans 500 grammes d'un champ bio que vous avez dorloté vous-même. Mais c'est toujours mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Cuisson à la vapeur est une manière de ne pas détériorer trop tous ces caroténoïdes. Alors, autre chose, dans le cas de la maladie de Parkinson, souvent il y a des constipations. Et une manière d'essayer de gérer cette constipation, c'est prendre l'habitude de manger des légumes lactofermentés. C'est quoi ? Ce sont des légumes qui ont été traités avec des lactobacilles. Donc, le lactobacille, on en fait du yaourt. Et la choucroute, par exemple, c'est un légume lactofermenté. Vous n'êtes pas obligé de manger la choucroute avec des grosses saucisses. Mangez la choucroute avec du saumon et ce sera meilleur pour la santé. Et dans les magasins, vous avez des bocaux, et ça c'est facile quand on cuisine pas beaucoup. C'est le seul moment où, je dirais, un médecin nutritionniste vous dira manger les conserves lactofermentées. Vous faites quand même beaucoup de bien à votre santé. Donc il y a des bocaux de carottes lactofermentées, de choux rouges,
céleri rave, de betterave rouge, et ça nourrit, ça donne de la bonne nourriture à nos bactéries intestinales, parce que la santé générale de l'individu dépend aussi de la santé de son intestin. Je n'ai pas pu parler de tout, donc je n'en parle pas énormément. Mais donc ça, c'est quelque chose de facile pour mettre de la couleur dans vos assiettes. Ces légumes lactofermentés sont importants. Et il est important, comme je l'ai déjà dit, de manger aussi bien des légumes crus que des légumes cuits, toujours accompagnés de bonnes graisses. On va y revenir sur ces bonnes graisses pour permettre une absorption maximale. Bonne graisse et de la salive. Donc très très important de mettre de la salive. Si vous avez, à cause de certains médicaments, pratiquement plus de salive, à ce moment-là, il y a des enzymes digestives que l'on peut prendre à la place. Parce que sinon, on est un petit peu coincé. Donc voilà, colorier l'assiette de toutes les manières possibles. Même dans les carottes, il y a différentes couleurs. On voit de plus en plus les différentes couleurs de tomates, les différentes couleurs de carottes. C'est, si vous voulez, une mode, mais c'est une mode qui revient à ce que la nature a prévu pour nous et que la sélection agroalimentaire nous avait fait perdre complètement. Une carotte mauve n'aura absolument pas les mêmes caroténoïdes, ou pas seulement les mêmes caroténoïdes, qu'une carotte orange. Et c'est vraiment en 3 mois de temps, ça j'ai oublié de vous le dire, en 3 mois de temps, 60% de nos cellules changent, même et y compris certaines de notre cerveau. Donc, en 1 an de modification alimentaire, 1 an et demi, à peu près toutes les cellules de votre corps ont déjà changé une fois. Et si vous leur donnez le bon, eh bien voilà, c'est bien parti. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et surtout, si vous êtes grands-parents et tout ça, d'expliquer tout ça aux enfants actuellement qui n'ont plus trop ces notions-là. Donc voilà, j'en ai mis quelques-unes pour faire joli sur l'image et on peut faire des plats, on en vend hein, d'ailleurs, des salades déjà. Attends, c'est pas ça, c'est celui-là. Donc une salade comme ça, voilà. Donc, mettre les couleurs dans l'assiette, c'est vraiment très 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 important. Alors, les acides gras, peut-être vous ne voyez pas tout à fait bien là, on a 2 sortes de graisses très 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 importantes pour le cerveau et pour toutes nos cellules, les fameux oméga 3 d'une part et les oméga 6 d'autre part. Dans les oméga 6, il y en a qui sont mauvais et il y en a qui sont bons. Dans les oméga 3, ils sont tous bons. Il y en a 2 qui sont essentiels. On dit qu'un acide gras est essentiel quand il est impossible à notre corps de le fabriquer. Donc si on ne le donne pas par l'alimentation, on n'en a pas. Et le corps va devoir trouver d'autres graisses pour mettre à la place. Et dès qu'il met d'autres graisses que celles nécessaires, celles pour lesquelles ils étaient prévus, eh bien on tombe malade. Alors certains, en fonction de l'épigénétique, ce sera Parkinson, d'autres, ce sera d'autres maladies. Ce n'est pas toujours, encore une fois, ce que je vous dis ici, c'est pour toutes les pathologies chroniques finalement. Et donc les oméga 3, la seule vraiment importante quand on est en bonne santé, ou même quand on est moins en bonne santé, qu'on peut l'utiliser, c'est un nom un peu barbare, l'acide alpha-linolénique, que l'on trouve dans l'huile de lin, que l'on trouve dans l'huile de colza, qu'on trouve dans l'huile de noix. Et elles vont se transformer, mais à l'aide d'enzymes, et c'est là que c'est très important parce que ces enzymes commencent à diminuer avec l'âge, et alors on ne les a plus, on les a quand on a 30 ans, on en a beaucoup moins quand on a 60 ans, pour donner d'une part un acide gras qu'on appelle le PA, d'autre part un acide gras qu'on appelle le DHA. Le PA, c'est un acide gras qui permet à notre docteur intérieur de fabriquer ses propres anti-inflammatoires et d'essayer d'éviter l'inflammation de bas grade. Et le DHA, c'est le constituant principal des membranes cellulaires du cerveau et de toutes les mitochondries. Les mitochondries, ce sont les usines énergétiques de nos cellules. Et donc, normalement, quand on prend des huiles végétales de colza, de lin, de noix, quand on mange des amandes, des noisettes, des noix de cajou, des noix du Brésil, on a ces acides gras oméga 3, acides alpha-linoléniques. Si on a les enzymes, alors ces enzymes, ils sont bloqués quand il y a les fameux acides gras trans. Donc, on est coincé quand on fait partie de la mauvaise série qui a fait créer les acides gras trans. Ces enzymes sont bloquées quand il y a trop de stress, quand il manque de zinc, quand il manque de magnésium, quand on fume, quand on boit trop, quand on a du diabète. Donc,
finalement, on peut arriver à avoir directement les deux que notre docteur intérieur a besoin directement si on prend principalement les poissons gras. Les poissons gras, alors vous avez principalement la sardine, le maquereau, le hareng, les anchois, la truite, le saumon. On peut donner le thon aussi, mais le thon est un poisson gras riche en métaux lourds, donc il ne faut pas en manger trop parce que les métaux lourds, ce n'est pas bon non plus pour le cerveau. Et ce DHA est très très important pour le développement et donc la plasticité, la récupération éventuelle du cerveau, de la rétine, de toutes les fonctions cérébrales. À côté de ça, on a les oméga 6, on a de nouveau les huiles, on peut prendre l'huile de tournesol, mais nous avons aussi l'huile de noix, dans l'huile de colza, il y en a aussi. Et là, ça se transforme en huile d'onagre ou de bourrache, qui sont aussi nécessaires pour la fabrication des gaines de myéline. Les gaines de myéline étant la couche protectrice des neurones. Et quand on fait des bilans nutritionnels, on voit que très 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 souvent, le DHA, le PA, le GLA manquent. Ce sont immédiatement les constituants des gaines de myéline. Alors, ils manquent dans les globules rouges, ça veut dire que le docteur intérieur les a quand même déjà utilisés pour d'autres organes, mais tant qu'il en manque dans les globules rouges, il en manque partout. Si vous mettez dans votre alimentation de quoi les fabriquer tout, donc le docteur intérieur, il choisit quand même une hiérarchie enfin on suppose, on n'en a pas la preuve, mais on suppose qu'il choisit une hiérarchie dans le choix des organes qui l'aident. Et c'est quand même le cerveau qui est le plus sensible à toutes sortes de toxines, puisque ces toxines se mettent dans les graisses et que les graisses, le cerveau c'est un tas de graisses, mais le cerveau est aussi celui qui va être servi le premier si vous commencez à respirer comme il faut, à ne pas manger trop de toxines et à manger du bon. Alors, en image, donc manger mieux gras, faire très attention aux acides gras trans, le trop cuit, des viandes et des poissons. Si vous cuisez un poisson, un bon saumon, à 180 degrés dans votre four, une partie des oméga 3 du saumon sont transformés en trans. Parce que c'est la chaleur qui les transifie. Et si vous faites partie des 50% des gens qui intègrent les acides gras trans dans leur membrane cellulaire, le saumon ne vous fait pas de bien du tout. Donc par contre, les poissons cuits à la vapeur, maximum 120 degrés, donc cuits à la vapeur ou au court-bouillon, vous faites un court-bouillon, vous mettez votre poisson dedans, vous éteignez le feu, 10 minutes après, votre poisson est cuit. Ça, c'est parfait. Vous avez gardé l'entièreté des bonnes graisses. C'est important. Alors, diminuer les graisses saturées. Donc, dans notre alimentation, on mange beaucoup trop de graisses saturées. Ce sont surtout les viandes. Les viandes de porc, les viandes de bœuf ne sont pas nécessairement toxiques et interdites, mais proportionnellement, il ne faut pas en manger de trop, puisque ce ne sont pas les meilleures des graisses pour fabriquer nos membranes cellulaires. Privilégier les poissons gras. Et les petits poissons, sardines, harengs, maquereaux, ne sont pas encore d'élevage la plupart du temps, donc théoriquement ne sont pas encore mal nourris par l'homme. Le scandale du saumon en Norvège, ce n'était pas la faute des saumons, c'était la faute de ceux qui nourrissaient les saumons. Vous savez que l'homme est capable de faire n'importe quoi. Si vous prenez les petits poissons gras, ils ne sont pas encore d'élevage, donc ils ne sont pas nourris par l'homme et pas encore pleins d'antibiotiques et de toutes sortes d'affaires comme ça. Et si vous prenez les petits, ils sont au début de la chaîne alimentaire des poissons. Le problème du thon et de l'espadon, c'est que comme il est à la fin de la chaîne alimentaire des poissons, malheureusement, trop souvent, il est riche en plomb et en mercure. Parce que nos océans sont pleins de plomb et de mercure. On a fait de notre Terre ce qu'on en a fait, vous le savez. Et maintenant, il faut essayer de s'accommoder avec ce qu'on a. Donc, voilà. Alors, privilégier les graisses végétales première pression à froid biologique. Donc, pourquoi première pression à froid? Parce que quand on les chauffe, on les transifie, donc ce n'est pas une bonne idée. On a d'une part l'huile d'olive, qui n'est pas un oméga 3, qui ne va pas donner d'oméga 3, mais qui est aussi, l'acide oléique est un constituant de nos membranes cellulaires, et est très 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 riche en certains certains caroténoïdes, certains protecteurs antioxydants. Donc avoir 1 ou 2 cuillères d'huile d'olive, première pression à froid dans son alimentation tous les jours, est certainement quelque chose de nécessaire. Les autres huiles, l'huile de colza, l'huile de lin. L'huile de lin, il faut faire très très attention. En France, la commercialisation de l'huile de lin est interdite
parce que comme elle est très polyinsaturée oméga 3, elle est très sensible à la chaleur et à l'oxydation. Donc quand elle n'est pas gardée au frigo à l'abri de la lumière, elle s'oxyde à l'abri de l'air et elle devient toxique aussi. Donc plus la graisse est polyinsaturée, plus elle sera bonne pour notre santé, mais plus elle est difficile à gérer. C'est pour ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à transifier les graisses pour faire des biscuits. Comme ça, la péremption des biscuits, c'était 1 an et demi et puis 3 mois. Et après, il y a eu 2 générations qui ont commencé à porter les pots cassés de tout ça. Et puis j'espère que nos enfants et nos petits-enfants, surtout nos petits-enfants, vont pouvoir bénéficier du retour en arrière. Alors, on parle beaucoup de la graisse de coco dans le cadre de la neurodégénérescence. Ça a été à peu près prouvé dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas du tout encore prouvé, parce que pas du tout étudié, en tout cas à ma connaissance, dans la maladie de Parkinson. Mais empiriquement, une neurologue américaine avait son mari qui était atteint d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer. Et donc, elle était neurologue, il avait 60 ans, elle trouvait ça dramatique. Et lui, en cachette de sa femme, pour ne pas faire fâcher sa femme, mais sur le conseil de sa mère, il a commencé à manger de la graisse de coco. Et en fait, il n'a pas évolué très mal. Donc, sa femme, après 2 ans, a remis le diagnostic en cause. Alors, il lui a avoué cette histoire de l'huile de coco. Elle n'a pas été trop fâchée, je pense, mais surtout, elle a commencé à faire une expérience. Elle a proposé ça à une 50aine de ses patients qui commençaient des Alzheimer, de prendre cette graisse de coco. Et ce n'est pas une étude statistique, puisque ça n'a pas été fait dans les règles scientifiques tout à fait adéquates, mais ces gens-là évoluaient mieux ou moins mal que les autres. Et donc maintenant, c'est à l'étude aux États-Unis, dans des vraies études randomisées, donc ce n'est pas encore officiellement d'actualité, mais la graisse de coco, si vous aimez la noix de coco, est une bonne chose à mettre, par exemple, sur votre pain le matin, à la place du beurre. Le beurre qui est une saturée, qui ne va pas apporter grand-chose. La noix de coco qui est une oméga 9 et saturée, donc il y a un mélange des deux, et qui peut être une bonne manière. En tout cas, vous ferez moins de problématiques. Bon, il y en a qui n'aiment pas la noix de coco, donc voilà. Mais une cuillère à café de graisse de coco tous les jours serait bénéfique pour l'élasticité de nos cellules cérébrales. Et alors, faire très attention à toutes les graisses cachées. Évidemment, dans les biscuits, il n'y a pas seulement du sucre et de la farine, il y a évidemment des graisses cachées. Dans tous les plats préparés, souvent, pour que les plats préparés aient des durées de péremption beaucoup plus tardives, on n'utilise pas nécessairement des graisses qui sont voilà. Donc, bon, c'est très caricatural mon image, évidemment. Ça, c'est que des graisses trans. Alors, si vous voulez manger des frites, faites-les à la graisse de bœuf. Pourquoi ? Parce que la graisse de bœuf, c'est une graisse saturée. Alors, trop de graisse saturée, c'est pas bon au niveau cardiovasculaire. Il ne faut pas la faire brûler, on est bien d'accord. Mais une graisse saturée ne deviendra jamais trans. Puisqu'elle est saturée, le fait de devenir trans dans la réaction chimique, il faut qu'il y ait un lien entre 2 carbones, une double liaison entre 2 carbones. Dans les saturés, il n'y en a pas. Donc, faites vos soupes comme nos grands-mères faisaient, faites vos frites à la graisse de bœuf. C'est moins toxique pour votre cerveau que les frites faites à l'huile de tournesol ou à l'huile de je ne sais tout quoi. Et donc, à privilégier, j'ai déjà parlé des petits poissons gras, des crustacés, les huiles, l'huile d'olive de toute façon, l'huile de coco de manière, si vous aimez ça, pourquoi pas. J'ai oublié de parler de l'avocat. L'avocat, il a des très grandes vertus parce qu'il apporte certains caroténoïdes qu'on trouve difficilement dans d'autres légumes et fruits. Il est très facile parce que vous le coupez en 2, vous enlevez le noyau, vous mettez un peu de citron, vous pouvez le manger, donc il n'y a rien à préparer. Et ça, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez mettre dedans des sardines, des crevettes, vous pouvez vous en manger un tous les matins ou 3 fois par semaine. C'est vraiment un aliment très très bénéfique. Alors bon, il y a la difficulté de savoir d'où il vient, s'il n'a pas pris l'avion et que si vous ne polluez pas l'atmosphère d'en manger trop, ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas. Vous avez aussi donc l'huile d'olive et alors il y a les autres huiles et les oléagineux. Donc là c'est encore bon, toutes les graisses cachées, c'est évidemment les gâteaux. On pense que le gâteau c'est juste du sucre, mais en fait ce sont des graisses aussi, pas oublier. Et là aussi, il vaut mieux faire un 4 quarts avec du beurre
qu'avec une margarine, par exemple, puisque la margarine, c'est des trans. Ou alors, vous êtes certain que vous n'avez pas de trans dans vos membranes cellulaires. Une personne sur deux, c'est comme ça. Une personne sur deux, c'est pas comme ça. Ceux qui sont très importants, c'est les oléagineux. Apportés directement de la nature. Les amandes, qui apportent aussi beaucoup de magnésium en général, carencé chez les personnes qui souffrent de Parkinson. La noix du Brésil, très 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 importante, c'est une des plus grandes sources de sélénium. Et le sélénium, il protège du stress oxydatif. Il y a 2 aliments qui contiennent du sélénium, les poissons gras et les noix du Brésil. Vous mangez 3 noix du Brésil par jour, vous êtes à l'abri d'une carence en sélénium. Et il y a moins de Tchernobyl dans votre cerveau à ce moment-là. Les noix de cajou, les noix de cajou, les noisettes, et alors l'huile de noisette. Vous avez les laits végétaux qui peuvent remplacer de manière très bénéfique trop de lait de vache. Si une fois par jour vous prenez du lait de vache, essayez de boire autre chose, les laits d'amande, les laits de noisette, ça vous apporte des bonnes graisses et certaines protéines, mais il faut savoir que dans le monde végétal, vous n'avez jamais dans un végétal toutes les protéines. Et donc ça c'est le problème du végétarisme. Alors, prendre donc les oléagineux, éviter de manger des cacahuètes, parce que les cacahuètes, celles-là n'apportent pas les bonnes graisses. Elles apportent l'acide arachidonique, qui est une graisse inflammatoire. Donc, toutes les oléagineux sont bons, sauf les cacahuètes. Regardez ce qu'on sert d'habitude, c'est plutôt les cacahuètes que tous les autres. Donc, je pense que si, dans la base, plus personne ne mangeait des cacahuètes, on mettrait plus d'amandes. Ce qui est bon aussi, c'est les graines germées. Vous pouvez, donc, toutes les graines qui sont germées ont un potentiel nutritionnel vraiment beaucoup plus important. Si vous avez des petits-enfants, ben vous leur laissez s'occuper des graines germées, ils aiment beaucoup ça. La vie change tous les jours. Mettez le plus possible d'aromates, le plus possible de fines herbes. Mettez des légumineuses qui sont perdues de notre alimentation. C'est une bonne source de protéines, c'est une bonne source de fibres, c'est une bonne source de toutes sortes de micronutriments, les pois chiches, les lentilles, les haricots. Pois chiches et lentilles germées apporteront beaucoup plus de micronutriments que quand on ne les fait pas germer. Et pas oublier, évidemment, une quantité d'eau, eau de bonne qualité. Alors, l'eau du robinet est toujours bonne à boire parce qu'il n'y a plus de bactéries dedans. Dans certaines régions, elle est très très riche en calcaire. Dans d'autres régions, il n'y a jamais un métal qui est en excès dans l'eau, puisqu'il y a des contrôles, mais dans certains endroits, comme par exemple, je pense que c'est en Alsace, en France, tout d'un coup, il y a eu une épidémie, c'était de maladie d'Alzheimer il y a quelques années. C'est tellement important tout d'un coup dans une ville par rapport au reste du pays qu'ils ont fait une étude. Ah oui, l'eau de distribution avait eu un problème. Et donc, pendant quelques années. Maintenant, il faut donc savoir. Je pense que varier les eaux, encore une fois, parce que nous vivons finalement dans une poubelle, parce que l'homme a fait de la terre une poubelle, ben, il faut essayer de vivre en bonne santé dans cette poubelle, et c'est bien de choisir les eaux différemment. Donc, ne pas prendre des produits transformés, prendre les produits directement de la nature. Alors, bon, là, c'est les bonbons, je ne sais pas comment marche ce petit machin rouge. Ici, par exemple, vous avez tous des fruits séchés. Alors, évidemment, ils sont peut-être moins bons aspect que ces bonbons-là, mais c'est une question d'habitude. Et vous mangez des fruits séchés, vous n'avez que du bon. Vous mangez des bonbons, vous n'avez que du mauvais. Vous buvez de l'eau, des tisanes, vous n'avez que du bon. Vous buvez du Coca-Cola, vous n'avez que Tchernobyl votre cerveau. Alors, réduire les aliments potentiellement destructeurs en excès. Donc, le lait de vache. L'OMS a publié une étude, c'est l'OMS quand même, a publié une étude, que ce sont dans les pays où les adultes mangent le plus de produits laitiers qu'il y a le plus d'ostéoporose. Oh, ça quand même. Voilà. Et ça, c'est parce que le lait, il apporte le calcium, c'est vrai, il aide à grandir, c'est vrai, jusqu'à 25 ans, le lait est vraiment un très bon aliment. Après, ça doit être un aliment plaisir, un aliment, mais pas du tout devoir prendre 3 yaourts par jour, parce que dans le lait de vache, il y a aussi des mauvaises graisses, et il y a de plus en plus de trans. Donc, par contre, faire attention à avoir de la vitamine D pour que le calcium que vous avez dans les poissons gras, que vous avez dans les oléagineux, que vous avez dans les légumes, soit absorbé de bonne manière. Beaucoup de gens ont des ostéoporoses, pas parce qu'ils ne mangent pas de produits laitiers, mais parce qu'ils n'ont pas de vitamine D. Le gluten, j'en ai déjà parlé.
D'une part, la maladie cœliaque, qui est une faute d'orthographe, d'autre part, la NCIG, qui est une nouvelle entité reconnue maintenant au niveau international depuis décembre 2014, la No Celiac Intolerance Gluten, liée principalement au fait que, vu les modifications du froment, certaines personnes au niveau épigénétique savent digérer de petites quantités, 1 fois par jour ça va, 3 fois par jour, le foie n'arrive pas à détoxifier, il y a des toxines, ces toxines sont souvent des neurotoxines aussi, et donc ça peut donner le cerveau un peu plus brumeux que ce qu'il pourrait être. Les intermédiaires neurotoxiques. Donc les sucres raffinés qui donnent évidemment tous les syndromes métaboliques qu'il y a maintenant, toutes les résistances à l'insuline qu'il y a de plus en plus. Et le sucre rapide est vraiment le Tchernobyl numéro 1 pour le cerveau, surtout quand on a atteint de pathologies neurodégénératives. Or, c'est celui qu'on a le plus envie de prendre parce que c'est celui qui nous donne un bien-être immédiat le plus rapide. C'est addictif, donc c'est 7 jours difficiles, comme quelqu'un qui arrête de fumer, il devient dingue pendant 5-6 jours, quelqu'un qui arrête de boire, arrêter le sucre, quelque chose de difficile, c'est mieux de l'arrêter entièrement pendant 1 semaine et puis de reprendre les sucres de la nature, les fruits, mais par exemple ne pas boire les jus de fruits, parce que si vous buvez les jus de fruits, vous n'avez plus les fibres du fruit qui protègent de la montée de sucre très rapide dans le cerveau. Bon, chaque dia, on pourrait en parler pendant 1 demi-heure, donc je vois que mon temps est épuisé, donc je termine vite. Alors, la chronobiologie, nos grands-mères le savaient déjà, enfin la mienne, elle le disait, tellement importante, en accord avec notre docteur intérieur, en accord avec notre biologie intérieure. On mange comme un prince le matin, comme un marchand à midi et comme un pauvre le soir. Et dans nos sociétés industrielles, depuis qu'on est petit, qu'on va à l'école, on fait exactement l'inverse. Et donc, on vit contre la manière dont on a été construit, si on peut dire. Notre docteur intérieur, il peut vivre en mangeant presque rien le matin, presque rien à midi et manger beaucoup le soir. Maintenant qu'on vit beaucoup plus longtemps grâce au progrès de la médecine et tout ça, c'est surtout mettre de la vie, du confort et de la santé dans les 20, 30, 40 années de plus que l'on a par rapport à il y a 150 ans. Et ça passe par le fait que tout ce qu'on mange après 14 heures va être stocké, tout ce qu'on mange avant 14 heures sert à réparer, sert à nous reconstruire. Et donc la chronobiologie, c'est vraiment manger des protéines le matin, pas mettre une tartine de confiture le matin, mais manger un œuf à la coque, manger une tranche de jambon, manger un bon fromage, manger de la crème d'amande, la crème de noisette, avec la graisse de coco. Le petit déjeuner anglais est une bonne chose. À la limite, si vous voulez manger de la charcuterie bien grasse et bien saturée, le moment où c'est le moins toxique pour vous et vous pouvez en avoir un plaisir, c'est le matin au petit déjeuner. D'ailleurs, si vous mangez un petit déjeuner comme ça, vous n'allez pas faire de malaise, vous trouvez bizarre à 10h du matin, alors que souvent les gens se trouvent un peu bizarres à 10h du matin quand ils mangent juste une tartine de confiture. Alors à midi, manger chaud à midi. Hein. Les Belges sont quand même la population en Europe qui est celle qui mange le plus de tartines à midi. Dans d'autres pays, ça ne se fait pas vraiment comme ça. Et donc, si vous mangez toujours vos tartines à midi, mettez une soupe et mettez des protéines en quantité correcte, quitte à avoir votre yaourt à ce moment-là, ou avoir... et alors, mangez des fruits à 4 heures, et le soir, le moins possible. Le seul repas que vous pourriez laisser tomber, c'est celui du soir. Parce que si vous ne mangez pas le soir ou très peu, un bol de soupe, une tranche de pain, c'est parfait. Si vous n'avez pas mangé le pain le matin, sinon vous prenez une cracotte de sarrasin ou une cracotte, diminuer le gluten à 1 fois par jour, diminuer les protéines de lait à 1 fois par jour, c'est une manière de se tenir en santé. Et donc, alors, il y a évidemment des micronutriments. Au niveau du Parkinson, il y a un micronutriment que je pense on peut dire que compléter en coenzyme Q10, c'est quelque chose de très bien. Donc le coenzyme Q10, c'est ce qui protège le cerveau, c'est ce qui fait fonctionner toutes les mitochondries. Des études ont bien montré que chez les Parkinsoniens, dans les dosages, normalement on doit être entre 800 et 1000 de coenzyme Q10. Chez les Parkinsoniens, on peut monter à 2 ou 3000, donc avoir un petit surdosage de coenzyme Q10 protège le cerveau, ça c'est quelque chose qui est validé maintenant. Et le coenzyme Q10, on le fabrique au départ du cholestérol. Et les médicaments contre le cholestérol empêchent la fabrication du coenzyme Q10. Donc il faut toujours bien réfléchir, est-ce que je vais diminuer mon cholestérol trop bas pour hypothétiquement peut-être pas mourir d'une maladie cardiovasculaire dans 15 ans, tout en prenant le risque de faire dégrader mon cerveau plus vite, ou je garde mon cholestérol un peu plus haut parce que j'ai vieilli, parce que je mange bien, qui n'est pas oxydé. Le cholestérol est dangereux quand il est oxydé. Et comme ça, j'ai assez de coenzyme Q10 pour protéger mon cerveau.
actuellement, ça commence à être vraiment aussi, il faut compter toujours les victimes. Hein. En médecine, c'est comme ça. Hein. L'amiante, on savait depuis 30 ans qu'elle était toxique. Il a fallu compter les morts pour qu'il y en ait une quantité suffisante pour qu'on admette que c'était pas bon. La même chose pour le tabac. Et donc, au niveau de ces médicaments contre le cholestérol, ils sont parfois très nécessaires et obligatoires, mais parfois ils sont prescrits de manière pas tout à fait raisonnable. Et quand on a un Parkinson, on s'occupe de son coenzyme Q10, ça coûte 29 € de le doser dans son sang, non remboursé parce que c'est de confort. Mais si vous prenez une statine, faites doser votre coenzyme Q10 ou prenez-en d'office. Comme ça, au moins, vous l'avez, parce que c'est ça qui protège votre cerveau. Moi, ça me met toujours très, oui, en colère quand je vois un coenzyme Q10 à 300 chez quelqu'un qui prend une statine depuis 20 ans et qui commence une maladie dégénérative. C'est dommage, parce que peut-être il aurait fait sa maladie dégénérative, mais peut-être il l'aurait fait moins fort, moins tôt. Et donc ça, c'est maintenant validé, plus que validé, revalidé, donc j'ose le dire. La vitamine D, ben, tout le monde le sait, la vitamine D, ça ne sert pas que au calcium, ça sert à l'équilibre magnésien, ça sert à augmenter l'action du récepteur à l'insuline, et donc ça travaille sur tous ces syndromes métaboliques. Ça stimule l'immunité, ça donne bien son rôle à chacun des lymphocytes, et donc on a une meilleure immunité quand on a assez de vitamine D. Ça donne une force musculaire. Et donc, chez les Parkinsoniens, souvent, il y a des contractures et manque de force. Donc, un taux de vitamine D optimal est indispensable. Et ça, tous les médecins les dosent. Et parce que tout le monde est trop bas en vitamine D, on s'en fout. Ah oui, elle est trop basse, mais vous savez, tout le monde a ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a une vitamine D. La norme, c'est entre 30 et 60. Mais les personnes qui ont des pathologies neurodégénératives doivent être à 60 nanogrammes tout le temps. Donc, en prendre toute l'année parce qu'on ne le trouve plus dans l'alimentation. C'est tout ça. Et alors, éventuellement, les oméga 3. Il vaut mieux manger les oméga 3 de l'alimentation. On ne prend pas des oméga 3 comme ça en petites gélules sans savoir ce qu'on fait, parce que des oméga 3 non protégés par les antioxydants, ça fait aussi des catastrophes. Tandis que le poisson, il a ses antioxydants dans sa chair. Donc si vous mangez le poisson, vous avez les protecteurs des antioxydants en même temps. Et donc, éventuellement d'autres carences qui peuvent être objectivées par quand on manque de fer, ben, il faut avoir une certaine quantité de fer, la même chose pour le cuivre, le zinc, le sélénium, mais on ne prend pas de supplémentation sans contrôle préalable. Donc la conclusion, que ton aliment sont ton premier médicament, on peut manger correctement et sympathiquement en changeant ses habitudes, les habitudes de course, les habitudes familiales et tout ça, mais c'est tout à fait possible. Et je peux vous dire que ça fait des... Enfin, voilà, on est ce qu'on est on est ce qu'on devient dans son assiette. Alors, on a 4 livres qui sont très intéressants. Nutrition et bien-être mental, ça c'est un livre qui est écrit par une psychiatre qui était une de mes amies, malheureusement elle est décédée maintenant, et elle a vraiment expliqué pourquoi le sucre est de Tchernobyl pour le cerveau, pourquoi il faut des protéines le matin, pourquoi... C'était une psychiatre qui ne voulait pas croire que l'alimentation était importante pour les troubles psychiatriques, ce qui n'est pas le cas du Parkinson, mais quoique dans les démences finales, ça peut arriver. Et donc, tellement étonnée qu'après 2 ans de pratique de médecine nutritionnelle, dans sa consultation de psychiatrie, elle avait 70% de prescriptions médicamenteuses en moins, qu'elle a voulu témoigner. Donc c'est ce livre-là, et je vous considère vraiment qu'il est très bien. Il y en a un autre du professeur Joyeux qui parle beaucoup de la prévention Alzheimer et Parkinson. Il parle moins quand on est déjà parkinsonien, mais c'est exactement la même chose, hein, on n'a pas rien inventé. Un livre intéressant sur le sucre, c'est Ami qui nous veut du mal, qui vous veut du mal, ces glucides qui menacent notre cerveau. Et donc, voilà, ah ben voilà, j'ai fini. Merci de votre écoute. Voilà. Alors, la levure de riz rouge, c'est aussi une statine. C'est aussi une statine, mais qui agit à 70%. Donc, elle va aussi empêcher la fabrication du cholestérol, et donc empêcher la fabrication du coenzyme Q10, parce que c'est sur la même chaîne métabolique que ça arrive, mais elle ne le fait pas à 100%. Si on le faisait à 100%, il y a un médicament antiparkinsonien, anticholestérol, une statine qui a été mise sur le marché et qui a été retirée 3 mois plus tard parce qu'il y avait beaucoup trop de morts de rhabdomyolyse, donc une lyse complète des muscles, parce qu'elle était trop efficace, elle avait enlevé tout le cholestérol. Pourquoi est-ce que
je veux dire le bon Dieu, mais le Créateur, je ne sais pas comment il faut le dire, pourquoi nous avons du cholestérol. Nous avons du cholestérol, c'est le précurseur de toutes les hormones du stress et de toutes les hormones sexuelles. Donc si on n'a pas de cholestérol, la libido pouf, les bouffées de chaleur pouf, le stress, on pète un câble beaucoup plus vite et tout ça. Donc ça, c'est très important. La levure de riz rouge a l'intérêt, souvent qu'elle est associée à du resveratrol, d'être un peu moins ric-rac, entre guillemets, donc elle diminue le cholestérol tout en laissant un petit peu le coenzyme Q10. Mais très souvent, les vendeurs de riz rouge, de levure de riz rouge, ils ont mis du coenzyme Q10 dans les comprimés. Et c'est ce que les laboratoires pharmaceutiques des statines essayent de faire aussi. C'est de mettre un coenzyme Q10 en même temps que la statine. Comme ça, il n'y a plus de problème. C'est l'effet secondaire principal des statines. Quand vous avez des statines et que vous avez mal aux jambes, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de coenzyme Q10. Vos muscles rouspètent, ils n'ont pas assez d'oxygène. Mais c'est la même chose dans votre cerveau. Et donc, quand c'est nécessaire, et si ça suffit, mais bon, là, on ne va pas faire des consultations, c'est toujours un compromis acceptable. Maintenant, si vous mangez différemment, le cholestérol, vous n'allez pas en fabriquer de trop si vous en apportez le matin dans votre alimentation. Par contre, tout ce que vous mangez comme cholestérol le soir, ça va aller dans vos artères. Donc, vous mangez la viande le matin, il n'y a pas de problème. Vous la mangez le soir, ah oui, le cholestérol monte. Vous mangez un œuf le matin, c'est parfait. Vous mangez un œuf le soir, ah, c'est pas une bonne idée. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut changer. Oui. Le miel, c'est sûr, ça fait le sucre. Alors, le miel, c'est un sucre certainement, encore une fois, apporté directement de la nature. Et donc, sauf si on en prend 10 fois par jour, c'est un bon compromis. Et il apporte des nutriments. Là aussi, il y a du miel de ruche falsifié ou aidé. Donc, il paraît que le miel qui cristallise n'est plus le vrai miel. Et donc, trouvez-vous un miel de la première qualité. Et vous pouvez en prendre, je ne sais pas, moi, maximum 3 fois une cuillère à café par jour. Et ça peut être bon. Oui, vous faites là. Pour savoir. Oui. Le magnésium, est-ce qu'il y a aussi une preuve parce que je pense qu'il y a plusieurs... Alors, le magnésium, d'abord, quand le médecin dose le magnésium plasmatique, il est en général normal, mais ce n'est pas celui-là qui gère la réserve de magnésium et les fonctions du magnésium. Le magnésium, il est intracellulaire, donc il faut faire doser, ça coûte 8 €, le magnésium érythrocytaire, pour savoir si vous avez une réserve de magnésium suffisante ou pas. Et alors, dans les magnésiums, vous en avez une vingtaine différentes, et vous avez des sels de magnésium différents, et donc, en fonction de la sensibilité du tube digestif et en fonction de la sensibilité de chacun. Bon, il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont moins chers. Les plus chers sont ceux qui ont le moins d'effets secondaires au niveau digestif. Par contre, chez les parkinsoniens, c'est parfois intéressant d'en prendre un qui est légèrement laxatif, puisque une constipation est quand même un problème important. Et les dosages, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mais je pense que le magnésium, on le trouve où dans l'alimentation? De nouveau dans les amandes, les noisettes et tout ça. On les trouve dans les céréales complètes. Si vous prenez du riz complet plutôt que du riz blanc, des pâtes complètes plutôt que des pâtes blanches, du pain multicéréales plutôt que du pain blanc. Le pain blanc, c'est 4 morceaux de sucre, une tranche de pain blanc. Donc ça, c'est vraiment une très mauvaise affaire. Tchernobyl pour le cerveau, encore une fois. Et donc, dans les complémentations de magnésium, les gens finissent peut-être par trouver eux-mêmes. Ou alors, vous avez le glycérophosphate de magnésium et le glycinate de magnésium. Ce sont les sels de magnésium qui ont moins d'effets secondaires au niveau du tube digestif que là, le placebo. Donc, les gens qui ont un intestin fragile, c'est mieux qu'ils prennent ceux-là. Il y en a d'autres, ils utilisent du chlorure de magnésium parce qu'ils sont constipés, et en prenant le chlorure de magnésium, ils sont plus constipés. Si ça ne donne pas de diarrhée, c'est parfois une bonne idée. Et le besoin, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, encore une fois. Donc voilà. Mais je pense qu'un parkinsonien a toujours intérêt à supplémenter en magnésium dès qu'il a un peu des crampes. Certains tremblements sont aussi liés à cette carence en magnésium, pas tous, mais donc vitamine D, coenzyme Q10 et magnésium, c'est jamais une erreur d'en prendre en plus des médications. Ça ne remplace pas les médications. Mais c'est de confort. Moi, j'ai quelques lettres dans mes dossiers, entre autres un jeune qui avait 49 ans, il avait déjà un Parkinson très très évolué. Mais le magnésium lui a changé la vie. Parce qu'il savait de nouveau sortir, il ne travaillait plus que mi-temps, c'était vraiment pénible pour lui. Bon, maintenant, on est 10 ans plus tard, il est quand même pas tout à fait dans un bon état, mais pendant 6-7 ans, il revivait. Je le voyais une fois par an, et maintenant il a déménagé en Italie, donc je ne le vois plus. Mais voilà, donc ça c'est
dans notre alimentation hyper industrialisée. Si vous mangez les amandes, ben, vous avez du magnésium. Si vous n'en mangez pas, vous ne l'avez pas. Si vous mangez les poissons gras, vous avez des oméga 3. Si vous n'en mangez pas, vous n'en avez pas. Donc, alors il faut en supplémenter. Oui. Le chocolat et le magnésium. Ben, le chocolat, 20 grammes de chocolat noir de noir, 70% de cacao, c'est un alicament bénéfique pour la santé. S'il n'est pas fait avec des acides gras trans. La législation sur le chocolat a changé il y a 5-6 ans. Ils peuvent rajouter d'autres graisses dedans. Donc vous regardez sur les étiquettes, avec des huiles végétales rajoutées, ce seront automatiquement des trans. Ce n'est pas une bonne idée. Sinon, 20 grammes de chocolat par jour est un alicament. C'est un des 3 aliments classés médicaments, alicaments. Donc c'est une bonne idée, plutôt à 4 heures de l'après-midi. Oui, il y avait quelqu'un là derrière. Vous n'avez pas parlé des boissons, café, vin, bière. Alors, les boissons, d'abord l'eau de bonne qualité. Par rapport au vin, je pense qu'il vaut mieux boire du vin rouge que du vin blanc, parce que le vin blanc, il est beaucoup plus trafiqué que le vin rouge, et surtout le vin rouge apporte quand même des tanins qui sont protecteurs. Les femmes, maximum 1 verre par jour, les hommes, maximum 2 verres par jour. Par contre, par rapport au Parkinson et par rapport aux médicaments de Parkinson, bon, mon père, il est parkinsonien, je vous assure que quand il a bu même 2 bières, le lendemain ou le soir, il n'est plus tout à fait juste comme quand il n'en boit pas. Ça, c'est chacun qui doit penser. Donc, encore une fois, il n'y a rien d'interdit. Il y a beaucoup de choses conseillées. Je pense que l'alcool en excès, certainement, n'est pas une bonne affaire pour le cerveau. Un petit verre qui enlève l'anxiété, qui vous permet d'être moins stressé, ça peut éventuellement être une bonne chose. Et jamais d'alcool fort. Le whisky et compagnie, ça, c'est encore pire que le sucre. Ça fait Tchernobyl 2 fois dans le cerveau.